Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui sur la butte de Montmartre pour découvrir un jardin qui certains appellent sauvage, d'autres secret, d'autres encore caché. En tout cas, il s'agit du jardin Saint-Vincent. Avec nous, Pascal Bonneau, conférencier à la ville de Paris, Bonjour. qui nous guide à la découverte du jardin. Bonjour Pascal. Bonjour, bienvenue donc au jardin sauvage Saint-Vincent. Alors on va aller à la rencontre de ce jardin qui a de multiples intérêts. Des intérêts écologiques, des intérêts géographiques, des intérêts donc également historiques. Et on va finalement rentrer comme rentrait un certain comédien de la troupe de Molière, Rosse-Simon. Vous imaginez, vous êtes au XVIIe siècle. Cette parcelle, on l'a découverte donc à ce moment-là donc sur le cadastre, donc c'est vraiment ça. Elle a finalement très peu bougé et nous allons rentrer comme lui à l'intérieur de ce jardin. On y va. Je vais fermer la porte derrière nous. Merci. Alors ce jardin en fait qui fait actuellement autour de 2400 mètres carrés, il a été agrandi en 2013. Eh bien, est un jardin qui est sauvage tout simplement puisqu'on va laisser les plantes sauvages se développer. Il a été un jardin jusque dans les années 60, mais nous allons poursuivre donc ce cheminement. Alors ce cheminement finalement de pavés que l'on a là, avec les plantes qu'on peut observer sur le pourtour, permet en fait d'avoir aussi un lien avec la rue. La rue Saint-Vincent est encore très pavée et si vous regardez autour de Montmartre, vous avez énormément de plantes rudérales, ou qu'on dit sauvages aussi, qui s'y installent. Et c'est d'autant plus important qu'en termes de biodiversité, eh bien, il faut savoir les préserver. On l'entend d'ailleurs cette biodiversité. Oui. On a les oiseaux qui sont petite grille. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est à près de 1,50 m de moi. Alors elle est intéressante puisqu'elle va je crois qu'il y a ton micro qui fonctionne mal. Pardon, il est à mon micro. Petit problème technique. C'est réparti. Allez. C'est bon? Normalement. Matiro. Allez, on essaye, vas-y. Alors bon, on continue, on était sur la grille, je ne sais pas si tu l'as pu l'apercevoir un tout petit peu. Alors, la grille. Alors la grille musicienne qui était ici, donc, elle a donc son intérêt et elle fait des choses particulières, cette grille musicienne. Elle va souvent se nourrir de baies que l'on va trouver sur des plantes parasites que sont... Hop, hop, hop. Excusez-moi, le micro vient de... Voilà, ça fonctionne? Ouais. Bon, parfait. Comme le gui, par exemple. Et elle va se nourrir essentiellement de gastéropodes, d'escargots. Et elle va faire une forge. Elle va utiliser les pavés. Et à ce moment-là, on va trouver autour de ces pavés des tas de coquilles. On verra, peut-être qu'on en verra tout à l'heure. Si on en trouve, on parlera. On parle à ce moment-là d'une forge pour cette grille musicienne. Et on entend bien évidemment le merle qui est là. On va rentrer un petit peu plus dans ce jardin. On peut voir un petit, pour l'instant, arbuste qui est intéressant puisqu'il s'agit de l'orme. Il faut savoir que les rues de Paris étaient plantées d'ormes. On les connaît avec essentiellement les platanes, pas seulement. Il y a une grande diversité d'arbres d'alignement. Il y a plus de 80 000 arbres de platanes. Eh bien, en fait, à une certaine période, il y avait essentiellement de l'orme. Cet orme a eu une maladie qu'on appelle la graphiose de l'orme, une maladie cryptogamique, qui fait qu'on a dû être obligé d'abattre tous les ormes. Alors ça montre quoi? Ça montre qu'il est important d'avoir une diversité. Et cette diversité, justement, elle est là dans les rues, dans les arbres d'alignement, où il y a maintenant plus de 170 espèces d'arbres d'alignement. Alors, nous avons quitté
XVIIe siècle, on y reviendra tout à l'heure. Mais quelle est la particularité de ce jardin? Alors, particularité de ce jardin, c'est qu'il a été conçu donc, et prévu, donc il a été abandonné dans les années 60. En 1995, il a été proposé au Mont-Martois de faire un sondage sur l'avenir de ce jardin. Eh bien, il a été choisi de le faire, de le gérer d'une manière naturelle. On va y rajouter quelques milieux, et en particulier cette mare que vous voyez, et ce qui va enrichir le milieu. Pour le reste, on va le gérer d'une manière tout à fait écologique. C'est une primeur à l'époque, on est en 1995, et c'est le premier finalement jardin écologique, sans traitement phytosanitaire, où on va laisser les plantes sauvages s'épandre, et on va également les observer. Ainsi, on a pu observer plus de 170 espèces, en termes généraux, à la fois plantes et animaux, dans ce jardin. Alors, on va aller voir au travers différents milieux. Je vous ai parlé d'un jardin qui permettait à la fois des approches et d'études scientifiques. Derrière moi, vous avez un nichoir, ou devant moi plus exactement. Il est à faible hauteur, je pense qu'on le verra sur la caméra. Il est là. Eh bien, avec le Muséum d'histoire naturelle, il y a une étude qui est donc menée pour voir en fait comment les mésanges s'adaptent au milieu urbain, comment elles se répartissent au niveau des milieux. Et pour cela, on vient en fait, des spécialistes viennent ici prélever les petites mésanges, les baguer, un peu de manière à connaître un peu plus leur cheminement, leur parcours, et de voir ainsi comment elles s'adaptent en milieu urbain, et donc de faire un peu ces études au travers l'ensemble de la pose de ces nichoirs. Donc c'est un jardin qui est aussi un observatoire. Voilà, c'est une approche scientifique. On a vu que c'était aussi un refuge LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. On entend le troglodyte, on entend le merle, on a entendu donc tout à l'heure la grive musicienne, la mésange charbonnière, autant d'oiseaux qui ont l'importance au-dessus de nous. On a une cornette qui vient de passer, bien qu'elle n'ait pas forcément besoin de ce milieu. On peut parfois entendre la fauvette à tête noire qui est pas loin. Et puis on a aussi quelques espèces, comme l'églantier qui est derrière vous, avec de jolies fleurs. Je ne sais pas si tu pourras t'en approcher, qui permet d'accueillir aussi les insectes. Regarde là, tu le vois? C'est magnifique. Elles sont éclatantes ces fleurs. Alors un peu mouillé aujourd'hui, mais le soleil est de retour. Donc. On est accueilli par un bouquet d'antrix, donc des fleurs, des ombellifères qu'on trouve dans les milieux souvent un petit peu boisés, à la clairière. Et en fait, ce sont des plantes qui sont extrêmement mellifères. Je vois donc une abeille qui est en train de butiner. Ici, une petite coccinelle sur une ortie, sur la feuille d'une ortie. Alors ce qui est bien, c'est qu'après la pluie, finalement, les insectes sont encore en train de se sécher. Il est facile de les observer donc dans leur milieu. À côté, nous avons de la berce. Alors cette berce, elle est importante, elle peut Herculatum, on l'appelle dans son nom scientifique. Elle fait référence à Hercule ou à Héraclès selon les Grecs, puisqu'elle pousse, donc elle peut pousser jusqu'à 1 mètre, 1,50 m parfois. C'est également une ombellifère, mais attention à sa sève qui contient des toxines qui peuvent brûler la peau. Alors, le jardin, il est géré d'une manière donc comme un milieu naturel. Ici, vous avez en l'occurrence une partie justement éclairée. Et là, c'est important parce que c'est ici qu'on voit que certains insectes vont aller butiner. On m'entend toujours bien? Oui. Parfait. Alors ici d'ailleurs, on voit 2 espèces de bourdons donc, qui sont là, qui font le bourdon des pierres, un bourdon des prés aussi qui est là, juste là. Bon, après c'est compliqué avec la petite caméra qu'on a là, mais c'est intéressant de voir ce milieu qui est dégagé. Évidemment, dans le volet de la gestion, il va falloir enlever nos érables qui sont là, l'érable plane, les 2 érables planes qui sont là, de façon
laisser ce milieu ouvert, puisque chaque... Il est sauvage mais soigné quand même. C'est ça, c'est qu'il y a, Continue. il va y avoir quand même une intervention de l'homme. On est quand même dans un milieu donc anthropique avec donc une saisonnalité importante. Donc à partir de là, si on laisse le jardin tel qu'il est, eh bien on aura une forêt au bout d'un certain temps, ou un bois plus exactement. On rappelle à ceux qui nous ont rejoints en cours de route que nous sommes au jardin Saint-Vincent, qui est sur la butte de Montmartre, dans le 18e à Paris. Voilà. Alors, On continue. Alors, juste parce que je voudrais vous rappeler un peu, je vous ai dit que ça avait un intérêt aussi géologique, ce jardin. Et ce qui est intéressant dans ce jardin, c'est qu'imaginez, là, vous avez une mer de verdure. Mais 25 d'années, on demande de faire un effort, éventuellement. L'homme n'était pas encore là. Mais par contre, la mer, oui. Ici, il y avait un lagon, des requins. Des requins. Des requins étaient là. La mer s'est retirée, on a eu à ce moment-là des marivots avec des hippopotames, des crocodiles. Ici, à Montmartre, là. Donc est-ce que cette côté salé est resté dans le sol? Alors non, ce côté salé n'est pas resté dans le sol. Après cette marivaux, on a eu des zones prairiales très importantes. On a eu un animal qui gambadait, comme ça. Vous voyez, cet animal, je ne sais pas si on le voit bien, il s'appelle le paléontérium. Et le paléontérium, ça vous dit peut-être quelque chose? Ça ressemble au cheval? Alors, ça ressemble au cheval, au tapir, effectivement. Ouais. Mais dans le mot paléontérium, il y a le mot paléontologie. L'étude des fossiles. Et là, il y a un monsieur très important, donc là, pareil. Donc on est au fin 19e, qui est Georges Cuvier, et qui va faire un travail d'étude comparée. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce Georges Cuvier? Eh bien, il va venir à Montmartre. Il va venir ici. Pourquoi il va venir ici? Parce qu'en fait, il y a des carrières, des anciennes carrières de gypse. Avec le gypse, on fait du plâtre. Et donc, il va étudier les fossiles et il va trouver ici, donc autour de ces carrières, les fossiles dont je vous ai parlé. Et si vous voulez les voir, eh bien, je vous invite à aller au Muséum d'Histoire Naturelle. Regardez bien, vous allez voir sur les galeries assez hautes le travail qu'a fait Georges Cuvier, puisqu'il a trouvé ce paléontérium complet un peu plus loin, je crois, donc vers Alfortville ou la Marne, je ne sais plus, 94. Dans le 94, puisqu'on est sous les mêmes couches géologiques. Mais il a trouvé également des éléments fossilisés ici dans les carrières de Montmartre. On est là où la mer était. Et alors la mer a disparu, elle a disparu avec la glaciation, et il est resté quelques buttes. Tiens, vous en connaissez peut-être. Des buttes. Buttes. Les buttes Montmartre. Ah oui, les buttes de Montmartre, oui. Les buttes, voilà. Les buttes Chaumont. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec le quaternaire, la glaciation, tout a été raviné. Il est resté une espèce de bassin qu'on a appelé le bassin parisien et quelques buttes, butte Chaumont, butte Bergère, butte Montmartre, Mont-Valérien, etc. Et au milieu, en fait, circule la Seine. Donc on est sur un territoire ici qui a marqué son temps et son histoire. Et on va le voir au travers, donc maintenant, la végétation qu'on retrouve. Revenons à la biodiversité. Ici, alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'ici, il a fallu des millions d'années pour voir ces espèces disparaître. Or, ces plantes sauvages, ici le géranium Robert, ça fait partie des plantes indigènes d'Île-de-France. Il y a 26% des plantes indigènes d'Île-de-France qui sont en voie de disparition. Il est important de les sauvegarder. D'où l'intérêt, donc même en milieu urbain, surtout en milieu urbain, de les protéger. Et c'est pour cela qu'on a fait des trames bleues, des trames vertes, des chemins de la nature qui permettent en fait de préserver aussi ces plantes-là. Et il faut savoir qu'il y a un catalogue de plantes indigènes qui est proposé aux jardiniers de la ville de Paris et qui leur permet de planter des plantes indigènes. C'est intéressant également pour les préserver. Ici, on se retrouve au-dessus d'un marais. Alors le
marronnier, c'est pas très sage. Il faut absolument que tu me dises quelque chose de ce marronnier. Alors, le marronnier ici, il est là parce que le jardin était là. Donc on a quelques plantes comme ça qui répondent à cet ancien jardin. Où on a donc les fleurs. Ici, c'est un marronnier blanc. On voit les blancs qui sont là. Alors c'est intéressant puisque il y a tout un système de pollinisation avec le marronnier. Que la fleur est pollinisée, elle se fane tout de suite. Ce qui fait qu'il va aller systématiquement sur une autre fleur pour chercher le nectar et en même temps transporter le pollen sur son dos. C'est une bonne ruse magnifique. pour cela. Ils sont La marronnier, voilà. très belle, très verte, Très graphique. et très... ouais. Alors on va continuer notre voyage. Ce paysage sauvage. On est au jardin Saint-Vincent, un jardin qui est sauvage, mais aussi secret. Il n'est pas ouvert au public tout le temps, c'est pour la préservation de la biodiversité et de ses habitats un peu sauvages. Néanmoins, il est visitable par des visites guidées, si je ne m'abuse, le dimanche. Alors, pas en ce moment, puisqu'il y a avec les raisons sanitaires, Mais vu qu'on l'ouvre à partir d'aujourd'hui, dès qu'on va pouvoir le faire et accueillir du monde, on le fera évidemment. Il est encore trop tôt pour vous donner une date, mais on le fera bien évidemment. Voilà. Alors, on ouvre une visite guidée dimanche matin et mercredi, je crois. voilà. Mais ça, pour l'instant, voilà, on n'a pas encore le feu vert pour pouvoir ouvrir. Voilà. Tout le temps, c'est ça? Voilà. Ça ouvre pas tout le temps, ça ouvre qu'avec des guides. Oui. Ouais. Ou alors lors de la fête de jardin. Allez, on rappelle qu'il y a profitez. une fête de jardin au mois de septembre. Il est ouvert. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a un arbre qui a été abattu, sur lequel on peut voir un magnifique escargot de Bourgogne, une espèce protégée dans notre Tu vois des région. magnifiques orties devant moi. Avec Que des hier, on a gaillets. défini le camembert pour les animaux. La Oui, biodiversité. très intéressant. Le Bourgogne qui est là, protégé. Qui n'aurait jamais eu qu'à trouver son habitat sous ça. Et puis aussi donc la kélidoine qui est là. Alors c'est intéressant parce que cette kélidoine, elle peut disparaître selon justement l'entretien du jardin. Il suffit qu'il y ait une ouverture, puisque c'est une plante qui a besoin donc de lumière, héliotrope, qui a besoin donc de soleil, et à partir de là, elle va être là. Et de Alors, calme. Et de calme. Et de calme aussi. Alors on voit ici des petites gousses comme ça. Ce sont des graines qui contiennent de l'huile. Et ces graines un peu huileuses comme ça attirent énormément les fourmis. Les fourmis les emmènent donc au niveau de la fourmilière, en perdent au cours de route et permet en fait la dissémination. D'ailleurs, on fera un inventaire de fourmis au courant mois de juin. Je vous invite à consulter le programme Paris Nature qui vient de sortir pour le mois de juin. Plus de 60 activités, ateliers, conférences, live, visites, de la musique aussi. Alors on a vu, il y avait les tales d'ortie. Je vous rappelle que par exemple une tale d'ortie comme celle-ci peut accueillir des espèces de papillons. Comme donc le pan du jour, le vulcain, le Robert le Diable. Imaginez-vous, derrière le Sacré-Cœur, le Robert le Diable se trouve ici. On peut le trouver. Alors avec un tout petit brin de soleil, il va falloir que au niveau des chrysalides, ça puisse un peu arriver pour pouvoir les observer. Et puis, parce qu'on est juste derrière le Sacré-Cœur. Voilà, les arbres que l'on a là, donc c'est donc ici un noisetier. Derrière nous, l'hôtel de Marne. Et il y a donc, le musée, le musée Montmartre. Mais l'hôtel de Marne a accueilli des célèbres peintres, dont un certain Renoir, qui a peint le moulin de la Galette, non loin d'ici. On est dans ce quartier. Alors si vous regardez ici, vous allez voir qu'on justement un arbre donc a été abattu, mais on va le laisser en place. C'est toute une faune, flore,
qui va donc profiter de cet arbre, les champignons ça profite, qui vont se nourrir de cet arbre en décomposition. Et puis aussi, comme on l'a peut-être entendu tout à l'heure, le troglodyte qui va y nidifier, les petites mulots, musaraignes qui pourront également y trouver de quoi se réfugier. Donc voilà une raison pour laquelle on l'appelle également H jardin. On s'y croirait là, et on a un centre de pâte. Alors là, ben voilà, on a une coquille, peut-être la grive musicienne, mais on ne peut pas appeler ça une forge parce que là, elle n'est pas... Quoique, là, il y en a aussi. Vous voyez, ces coquilles sont ramenées justement par la grive musicienne, la plupart du temps. Alors on va avancer un petit peu. Ici, il y a juste le musée Montmartre, juste à côté de nous. Alors, toutes ces plantes sont à la fois, on l'a dit, il y a à la fois l'aspect sauvage, au travers des érables qu'il faut quand même un peu gérer. Hein. On a le sureau qui est là. Au-dessus de nous, par contre, on a un arbre qui est là, donc il y a déjà pas mal de temps, qui s'appelle le micocoulier. Alors, on en plante de plus en plus à Paris. On voit des petites fruits au-dessus, là, comme ça, des petites billes bien rondes. C'est un arbre qui est vraiment adapté par rapport, justement, au volet climatique. Elle a des périodes un peu plus sèches, pas comme en ce moment. Il n'en demeure pas moins que c'est important, parce que même si nous avons en ce moment de l'eau, il va falloir... Elle est nécessaire aussi. D'abord, oui, elle est nécessaire. Elle renforce elle permet de... Les trames bleues, oui, tout à l'heure. de renforcer les trames bleues, d'augmenter les nappes phréatiques donc, et de les maintenir en eau, de façon à avoir des réserves d'eau assez importantes. Si vous pouvez les alimenter dans un quart d'heure, sans danger. Lorsqu'on a fait on a mis ici en l'occurrence des bions. Vous voyez, des qui permet là encore à la fois que les plantes puissent grimper, mais en même temps d'avoir des refuges. Pour du choix en 7. Voilà. En 7, pardon. Ça peut le faire. Après, il faut faire attention à on a des magnifiques. Il faut ici, on a pu y avoir encore quelques temps, il y a quelques temps, la chouette, je regarde un peu, on a pu l'entendre, elle a nidifié ici il y a quelques années. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de surprenant. Je vais mon sac, le mettre là. Voilà. Tu vois ce crapaud? Ouais. On l'appelle le crapaud alite. Alors il y en a plusieurs. Ils sont là quasiment de taille adulte. C'est pas comme le crapaud commun qui fait pratiquement 5 à 10 fois cela. D'accord? Et il a quelque chose de particulier sur son dos. Je ne sais pas si tu le vois. Des œufs? Ce sont des œufs. Alors je veux reposer le crapaud, si ça suffit, au niveau de l'image. Oui, il faut être tranquille. Voilà, on va le reposer. Je vais ouvrir mon J'ai mis parapluie. une petite pierre de façon à ne pas l'écraser et le reposer doucement. Là. Eh bien, je vais vous expliquer. Ici, assez exceptionnel. On a à Paris quelques endroits, comme au jardin naturel, dans ce jardin sauvage Saint-Vincent, cette espèce de crapaud. On l'appelle crapaud alite ou crapaud accoucheur. Au printemps, donc la femelle et le mâle vont chercher à s'accoupler. Le mâle va attirer la femelle en faisant une espèce de... un peu le son de hibou moyen-duc. Et il va donc, ils vont se rapprocher de l'autre. Le mâle, ce qu'on appelle un... il va entourer la femelle. Il va entourer la femelle. Et donc la femelle va donc pondre derrière. Et comme la fécondation fait,
le mâle va envoyer à l'extérieur, il après. Les le va glisser ses œufs sur le voir jusqu'à l'heure de maturité, 41 jours à peu près. Pendant ce temps-là, le mâle va toujours peut aller jusqu'à ou alors quelquefois et maturité juste avant donc que le tétard sort de son œuf, eh bien il va aller dans la mare et à ce moment-là donc les œufs vont et les tétards vont vivre de leur vie de tétard jusqu'à donc leur progression vers une vie adulte. Alors ce qui est exceptionnel, c'est que ce sont les qui pour une fois, d'une manière, parce que c'est à ça partout et qu'on s'occupe de leur progéniture. Donc comme ça, mais c'est quand même intéressant de voir cela. Si on va tenir jusqu'au bout. La tempête arrive. Comment vous avez vu quoi? Alors, Bon, on va accélérer un peu la fin de la oui, visite, hein, on va effectivement. parce que le sol est aussi un peu glissant. Oui, attention. Alors voilà, on se On est de retrouve. retour à la mare. On se retrouve à nouveau devant la mare. Donc c'est important, on en a parlé, toujours en lien. Hein. On a vu que les espèces anciennes ont mis des millions d'années à disparaître. Nos amphibiens comme le crapaud accoucheur, le crapaud alite, c'est une espèce protégée. Il y a donc dans la mare aussi deux espèces de tritons, le triton palmé et le triton ponctué qu'on peut observer dans cette mare. Mais je crois qu'il y a un sujet dans le domaine. Oui, voiture. on ira plonger dans la mare le 3 de mémoire, D'accord. le 3 juin. Le 3 juin. Super. Regardez le programme Paris Nature, ce qu'est faire à Paris. 60 ateliers, activités prévues pour le mois de juin, alors que le mois de mai n'est toujours pas terminé, attention. Voilà. Alors on va rester juste un tout petit peu à l'abri ici, on est presque plus à l'abri que... On voit, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit aussi des lentilles d'eau dont il faudra, là encore, un peu de gestion, c'est-à-dire qu'il faudra un peu de nettoyage, de façon à ce que l'eau, le soleil puisse donc arriver jusqu'à cette eau et puisse alimenter donc les plantes oxygénantes qui se trouvent à l'intérieur par leur rayonnement du solaire. Donc ça c'est important, il y a des plantes aquatiques qui ont besoin du soleil, comme toutes les plantes d'ailleurs, puisqu'il y a la transformation au niveau de la feuille, et ce sont les plantes aquatiques qui vont permettre d'oxygéner cette mare. Si elle est recouverte de lentilles, eh bien ça ne se fera pas, et il y aura d'autant moins d'insectes dans la mare, sachant qu'en fait il y a toute une pyramide qui s'installe en termes de chaîne alimentaire dans une mare, et ça c'est important d'avoir toute cette pyramide avec les herbivores qui sont là. On a on a même ici, on vous rendez compte, on a des crustacés, on a des gamards qui mesurent comme le petit bout de mon ongle. Alors certes c'est pas des écrevisses, mais il n'empêche qu'ils se nourrissent des feuilles mortes et qui sont là, et donc ils ont un rôle très important à jouer. Bien évidemment, à la belle saison, on pourra voir des odonates, des libellules, des ditiques, des notonèques. Et cela, donc, d'autant que la mare va être justement bien gérée. Voilà, alors, comme on le répète, c'est un jardin sauvage, mais quand même très bien entretenu par les agents de la ville de Paris. Et ce que vous avez vu, ce qui est important, c'était, par exemple, comme un milieu comme cette mare, ce qui est essentiel, c'est qu'on ne pose pas une mare comme ça. On la pose sous réserve d'avoir autour de la mare des zones terrestres, des abris comme on a pu le voir au niveau du crapaud accoucheur ou sous les écorces des arbres, etc. Puisque ces amphibiens, je rappelle, ont une vie terrestre et une vie aquatique. Et qu'il en est de même pour de nombreux insectes qui ont à la fois ces deux vies, comme les libellules par exemple.
Alors voici, on a fait le tour du jardin sauvage. Certes, c'est un tour un petit peu rapide. On espère bien évidemment vous revoir très bientôt dans ce jardin. Regardez, consultez donc Que faire à Paris pour les programmes qui arrivent au mois de juin, bientôt en juillet-août pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt. De mon côté, je rappelle qu'en ce moment même, il y a un concours, la ville recrute des élagueurs, élagueuses, boucherons, des jardiniers, jardinières. Vous trouverez les informations dans notre bio, alors sur la page dédiée de paris.fr. Mais surtout, demain matin, un rendez-vous très important à 11 h avec Pascal Bras, adjointe au chef de service du service d'exploitation de jardin, qui nous dit tout sur le métier du jardinier. Pour nous aujourd'hui, c'est tout. Un grand merci Pascal. Et Merci à la vous prochaine. Et à la prochaine.